à gagner de l'argent, puis on s'est payé progressivement. Aujourd'hui, la boîte fonctionne super bien. On est cash flow positif, on a fait 25% d'EBITDA. Donc d'un côté, tu as parfaitement raison. Avec un bémol, c'est que le tout le monde égale quand même moins de 5% des gens, voire même un Baptiste et Mathieu qui vont devenir CTO et CEO de Lexi, viennent nous voir en disant il était parti pour faire lui-même des choses suffisamment intéressantes ou voire exceptionnelles pour qu'il n'ait plus besoin ou pas besoin d'un tampon, d'un diplôme. Son diplôme, c'est contesté aux États-Unis plusieurs centaines de millions de dollars de réécoute de call. Et on se dit, non, mais la réécoute de call, ça a peu de valeur. Pour nous, le futur, c'est le résumé. Eh bien, on peut y aller. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode Est-ce ciblé qui, au moment du Mobile World Congress, permet de rencontrer des parcours atypiques, des gens atypiques et des gens passionnants. Non pas qu'en dehors du Mobile World Congress, tout le monde soit insipide, mais bon, c'est l'occasion pendant cette semaine de rencontrer des gens qui vont nous mettre un peu, à mon avis, une certaine claque sur pas mal de sujets. Aujourd'hui, je reçois Xavier Lombard. Salut Xavier. Bonjour Guillaume. Alors, le parcours de Xavier, c'est que tu es de formation ingénieur. Tu as commencé chez EDF, où tu as été le seul à démissionner en 2000 pour partir dans une boîte américaine d'industrie et où l'histoire s'est achevée assez vite, ce qui a été le déclencheur pour lancer ta première boîte dans le biogaz, qui a un beau succès et que tu revends à ton ancien employeur, si j'ai bien compris. Ensuite, deuxième boîte dans l'InsurTech aussi, que tu, avec la particularité de la monter avec, et ça n'est pas neutre, avec des membres de ta famille. Et puis aujourd'hui, Lexi qui est un note-taker, il me semble un note-taker, donc tu me disais leader européen du note-taker. Donc voilà, je pense qu'en 30 secondes, on a compris que ta vie professionnelle avait été bien remplie. Moi, ma première question, c'est le passé, il y a eu de très jolis succès. Et comment est-ce que, au moment où tu es en train de vendre ta boîte d'InsurTech, tu te dis, je vais partir dans le monde du note-taking et avec une équipe fondatrice que je connais bien, puisque c'est ta famille. C'est quoi le moment déclencheur ? Je pense qu'il y a des racines à ça, mais en gros, comment est-ce que ça s'est passé, ce qui t'amène aujourd'hui à diriger Lexi ? Ouais. En fait, donc on travaille avec mes deux fils, mon épouse, dans l'InsurTech. Il y a un mouvement de rachat et donc le process dure quelques mois. Et là, à ma surprise, mes deux fils, Baptiste et Mathieu, qui vont devenir CTO et CEO de Lexi, viennent nous voir en disant on a envie de créer une boîte à tous les quatre. Donc c'est vrai que c'était pas prévu, mais ça devient une évidence. Et c'est leur initiative. C'est leur initiative et c'est vraiment hyper chouette parce que tout à coup, on se dit, OK, on a la Dream Team. On le comprend, on le sent, mais on n'a pas de projet. D'accord. Donc, parce que, attends, ils travaillaient déjà dans l'InsurTech avec vous, ils faisaient partie des fondateurs, c'est-à-dire que c'était votre deuxième boîte en famille déjà, Lexi. Alors, tout à fait. Donc, la première nous avait rejoint progressivement au fur et à mesure qui drop out des études. Donc, passage complicado, mais très intéressant aussi. Et là, on est donc à la fin de Verdecis, cette InsurTech. Et comment on trouve cette boîte ? En fait, d'abord, on établit 3 critères. Et puis après, on essaye de dérouler. Alors, nos critères, c'était, on voulait une boîte B2B, de préférence donc un SaaS, en tout cas avec un revenu récurrent. Et on s'était aussi rajouté un troisième critère qui n'est pas forcément évident, qui était on voudrait que ce soit qui ait vraiment une très forte croissance, qui a un boom, et puis une boîte qui rend service. Bon, donc 4 critères. Allez. Et là, on va en fait lister tous les SaaS et toutes les boîtes qu'on connaît. Et on tombe notamment sur Gong, qui à l'époque était le leader incontesté aux États-Unis, plusieurs centaines de millions de dollars, de réécoute de call. Et on se dit, non mais la réécoute de call, ça apporte peu de valeur. Pour nous, le futur, c'est le résumé. C'est la prise de notes automatique, c'est la formulation d'un email et le remplissage de CRM. Alors, on le comprend, on le voit, parce qu'on avait nous-mêmes dirigé une équipe de 20 sales. Et donc, on savait très bien que... Le pain point était dans que l'information ne se perde pas, quoi. C'est ça. Prendre des notes, remplir un CRM, c'est le cauchemar du vendeur. Et donc, on se dit, on va résoudre ce problème-là. Et puis, tout de suite, on voit le potentiel.
bien au-delà des vendeurs. Donc, je dirais naïvement, on crée un IA Note Taker. On ne sait même pas que ça s'appelle comme ça. On lui donne un autre nom à l'époque. Parce que, pardon, mais à l'époque, sur ce marché qui est aujourd'hui assez, où il y a pas mal d'acteurs, il n'y a personne, ou c'est très balbutiant. Comment vous rentrez sur quel marché? En fait, on rentre sur un marché qui est déjà très structuré. Il y a même déjà eu de la consolidation, mais pour de la réécoute de call. C'est-à-dire, j'enregistre une visioconférence. Enfin, à l'époque, c'était d'ailleurs des téléphones, puisque la visio n'existait quasiment pas. Surtout le téléphone. Et puis, on réécoute ce téléphone et on a un peu de transcription speech-to-text, mais de très, très mauvaise qualité, à part en anglais. C'est une des features qu'avaient des AirCall, des Ringover. C'est ça. D'accord, c'était très lié à la téléphonie. C'était hyper lié à la téléphonie. Okay. Et en gros, on avait un speech-to-text qui balbutiait en anglais et qui ne marchait pas dans les autres langues. Nous, on se dit, tout ça, ça va arriver. Et d'ailleurs, on se forme pour tout ce qui est PNL. Donc, à l'époque, l'IA générative n'existe pas. On teste même ChatGPT 2. On se dit, c'est vraiment pas au niveau. On ne voit pas le potentiel. On se dit, bon, c'est un des acteurs. Pourquoi pas, mais il y en a d'autres. Et nous-mêmes, on commence à travailler sur nos propres modèles. Moins d'un an après, évidemment, Révolution, ChatGPT 3 arrive. On est les premiers à faire des résumés en Europe, littéralement. Donc, on a une avance, mais qu'on ne sait pas capitaliser parce qu'on est trop jeune. On n'a pas encore créé de momentum. Mais on a les prémices de ce que va devenir Lexi par notre réactivité, notre anticipation. On avait déjà créé un IA Note Taker avant que ce soit possible. Et quand c'est possible, on comprend en fait qu'on veut être un acteur qui compte et qui est toujours en avance sur le marché. Et ça, on le fait, et c'est ça qui est magique, en famille. Donc avec Baptiste, qui est le génie du code. À 16 ans, il faisait déjà son app sur Apple Store et Android. Il était le référent Casio. France, donc la compétence est là. Et Mathieu était un vendeur exceptionnel. Dans notre boîte précédente, c'était lui qui coachait les vendeurs. Donc on a... la core team, c'est donc ta femme qui s'occupe de tout ce qui est finance, administratif, RH. Un de tes fils qui est CTO et un de tes fils qui est Head of Sales. C'est ça. Et mon épouse aujourd'hui qui a fait tous les recrutements, on a eu 0 départ. Donc on est, après 4 ans, bon, c'est bien qu'un jour il y aura des départs, mais c'est déjà un tracker assez exceptionnel à une époque où les gens restent 2 ans. Quoi. Complètement. Et donc, et puis arrive, et je crois que les 2 autres enfants arrivent un peu plus tard. Comment est-ce que ça se fait du coup dans le cours de l'histoire? Donc on a 4 garçons et donc le 3e garçon vient faire un stage, puis continue sa vie professionnelle, puis revient. Donc là, maintenant, il s'occupe il est dans l'équipe support. Alors, le 4e travaille dans une autre boîte, mais nous aide c'est un génie de la com. Encore. En fait, vous êtes une fabrique de génie, en fait, avec ta femme, en toute humilité. Mais... C'est comme ça qu'on les voit, mais j'imagine que ça peut être ça qui est chouette. Et donc, finalement, voilà, vous avez les... Alors, sauf qu'il y a des postes de direction, d'autres qui sont jeunes, ils ont tous et ils ont quand même tous le point commun d'avoir arrêté les études, ou même peut-être d'en avoir pas commencé. Le dernier, à quel âge, par exemple? Alors, ils ont tous commencé des études supérieures, puis arrêté. Alors, c'est vrai que la première fois où tu vois un de tes enfants qui arrête les études supérieures, c'est un drame national. Bien sûr. Familial. Et il y a beaucoup de stress. La deuxième fois aussi. Et après, tu commences à comprendre qu'en réalité, ce qui compte, c'est ce que tu fais de ta vie. Et je me suis surpris pour le 4e de lui dire, mais qu'est-ce que tu fais à continuer tes études? Ah oui, t'es passé c'est un drame, faut surtout pas faire d'études. Disons que tu commences, mais dès que tu comprends que tu es meilleur que tes profs ou que tes profs t'apportent plus rien, l'un ou l'autre, faut passer à autre chose. Et pour le 4e, c'était vraiment flagrant, où il était déjà... il était parti pour faire lui-même des choses suffisamment intéressantes, voire exceptionnelles, pour qu'il n'ait plus besoin ou pas besoin d'un tampon, d'un diplôme. Son diplôme, c'est sa réussite et ses résultats, quoi. C'est incroyable parce que je pense qu'on en parlait avant de commencer cet épisode. Je crois profondément que les études le concept même d'études va beaucoup changer et qu'on disait que c'est pour l'instant encore une garderie entre tes 18 et tes 23 ans, mais que la maturité des générations qui arrivent fait que, à mon avis, il y a une scission entre ceux qui n'ont même pas besoin du tout de faire d'études, je pense qu'à l'image de tes enfants, puis ceux qui soit font des études exceptionnelles,
soit quelque part, il va falloir trouver une solution pour ces 5 ans. Parce que et les écoles de commerce, notamment, on va dire, de milieu de tableau, ont beaucoup ont du souci à se faire parce que leur utilité n'est plus que de faire garderie, quoi, quelque part. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est clairement ce que tu fais à côté des études qui va définir. Alors, quand je dis à côté des études, un stage, ça, voilà, est-ce que c'est des études ou pas des études? On va dire que c'est aussi à côté des études. C'est ça qui va définir ton potentiel, ta capacité à t'adapter, à créer, à apporter pour une entreprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre système, alors nous on est en Belgique, mais je connais très bien le système français aussi. En France, en Belgique, ça se ressemble, monolithique et va droit au mur. Et j'ai l'impression que d'autres pays s'adaptent beaucoup plus rapidement. Et il y a alors je sais que les universités font tout pour s'adapter, mais ça va pas assez vite. Il y a un message à passer, ça va pas assez vite. Du reste, c'est là qu'on revient sur Lexi, c'est qu'en 2022, 2021-2022, vous avez l'idée du Note-Taker en tout le monde. On se retrouve 2026, tout le monde utilisait Note-Taker. Donc je pense que tu as aussi dû voir la vitesse à laquelle ce marché, qui était vraiment embryonnaire et qui surtout, à l'inverse, qui était de la réécoute de call, est devenu un core business, quoi, quelque part. Ouais, une commodité, un marché évident. En fait, l'année dernière, j'étais aussi donc au Forest for Now et Mobile WorldCom. Clairement, les gens un sur deux ne savaient pas ce qu'on faisait, ne comprenaient pas ce qu'on faisait, et un sur deux l'avait plus ou moins vu et que des solutions américaines. Aujourd'hui, l'évolution majeure, c'est tout le monde nous dit, OK, c'est une commodité, qu'est-ce que vous faites de différent des autres? Donc, vraiment, en un an. En un an. Mais ce qui est fou, c'est que je pense qu'on a tous eu cette expérience de commencer par voir arriver dans des calls sans qu'on prévienne le Fireflies, le Nuta, ce que tu veux, et le Lexi, et se dire qu'est-ce que c'est que ce truc, puis se dire c'est un gadget, et puis dire merde, j'ai oublié de l'enclencher, est-ce que j'ai bien résumé les calls? Mais en un an, c'est délirant. Je pense que tout le monde est logé à la même enseigne. Ouais. Alors, donc d'un côté, tu as parfaitement raison. Avec un bémol, c'est que le tout le monde égale quand même moins de 5% des gens, voire même 1% des gens. En fait, on reste, et moi, à chaque fois, ça me frappe, faire attention, on est dans une sorte de bulle de l'IA, de bulle de la tech. Pourquoi? Et je le vois dans toutes les boîtes, parce que nous, on est en contact évidemment avec énormément de boîtes. Un chat GPT ou Gemini, nous, toi, tu l'utilises tous les jours parce que tu comprends comment l'utiliser. Mais dans une boîte, un employé, il fait ce qu'on lui demande de faire. Son employeur ou son chef ne lui demande pas de l'utiliser tous les jours, il l'utilisera jamais. Ouais. Et évidemment, il y a plein de boîtes où l'AI n'est pas entré dans la boîte, c'est la majorité des boîtes, ce qui fait qu'on est parfois dans notre bulle. On est très auto-centré, mais parce que... Et dans notre bulle, c'est devenu une commodité absolue, tout le monde l'a vu, tout le monde a compris l'utilité. Dans 95% des boîtes, ça reste quelque chose qui est d'un peu vague peut-être, qui est pas encore c'est une excellente nouvelle. D'où mais c'est clairement pour nous c'est une nouvelle incroyable, c'est-à-dire qu'on est sur un marché d'équipement où inexorablement, et on en était convaincus, il y aura 100 millions d'Européens qui seront équipés, c'est une question de temps. Est-ce que ça va prendre c'est vrai que notre cerveau, vu qu'on est dans notre bulle, se dit dans 3 ans ils seront équipés, mais en vrai ils vont mettre 10 ans à s'équiper. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de scissions qui se créent. On a parlé un peu de ça dans l'éducation, mais il y a aussi dans le monde professionnel. C'est-à-dire que moi, j'ai des abonnements avec toutes les IA, je les utilise en permanence. J'ai évidemment, je me suis jeté sur OpenClose, qui fait que mon ordinateur, il est ouvert à tout le monde. Wow. Et effectivement, et en fait, il y a tellement eu un saut quantique où on n'envisage plus la vie sans ça, qu'on n'imagine pas que des gens n'utilisent ChatGPT que pour des recettes sans abonnement. En fait, c'est vrai que ça crée une division du travail, quelque part. Mais oui, l'avantage pour vous, c'est qu'il y a 95% du marché à prendre et qu'en plus, vous êtes la solution européenne. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est... si tu dois justement raconter votre positionnement européen dans un marché qui est parti à toute vitesse, c'est... l'une de vos USP pour vous de dire on doit être l'acteur européen principal pour justement des questions de souveraineté, des questions de protection de données? Ouais. En fait, on a eu de l'intuition aussi sur ce sujet, c'est-à-dire que notamment grâce à un salon, mais dès la première année, j'ai fait 2-3 salons et j'entendais certification, sécurité, tout le monde, on n'utilisera jamais votre outil sans ça.
Donc, on a commencé par la certification ISO 27001. C'est une évidence aux États-Unis, ils commencent par le SOC 2, ce qui fait que d'ailleurs ça ne veut plus rien dire. En Europe, on devient ISO 27001 quand on a 2 millions de chiffre d'affaires. Ouais. Et nous, on l'a fait. Pas des WAD, quoi. Voilà, jamais. C'est une fois qu'on est bien établi. Et nous, on l'a fait, on n'avait quasi pas de chiffre d'affaires, ce qui était fou. Mais justement, quand on est bootstrap, je n'ai pas encore parlé, on peut se permettre de faire des choses folles. Et donc, on s'est dit, on doit être certifié. Donc, on l'a fait dès le départ. Après, on s'est dit, on doit mettre vraiment le paquet sur la sécurité. Donc, on a fait des pentests, on a fait toutes sortes de surcouches supplémentaires sur la sécurité. Et on a rajouté un troisième pilier. Enfin, j'en parle parce qu'il est assez vital. C'est-à-dire que nous, on s'est dit, on veut être un outil zéro clic. Là où, en fait, une erreur classique quand on compare deux outils, c'est de se dire, est-ce que je peux faire telle fonctionnalité ou pas avec tel et tel outil. Alors qu'en réalité, la bonne question, c'est combien de clics pour la fonctionnalité. Ouais. Si tu as 0 clic, tu es arrivé, c'est bon, prends l'outil. Si tu as un clic, bon, ok, ça marche, mais c'est pas incroyable. Si tu as 3 clics, il faut 6 mois de formation. Ouais. Tes collègues, ils le trouveront jamais. C'est trop loin. Ouais. C'est trop profond. Et la plupart de nos concurrents américains, c'est du 2, 3, tu prends Gong, c'est 5 clics quand tu veux quelque chose. Et donc, l'expérience est horrible. Voire, tu n'arriveras jamais à faire ce que tu veux faire. Ouais. Là où nous, on a repensé chaque feature pour qu'elle soit complètement automatisée. Exemple très concret, on va détecter automatiquement tes types de conversations. En fait, c'est super complexe. Ça nous a mis des mois pour le mettre au point. Maintenant, ça marche très bien. Mais ça te permet de... tu cliques jamais sur l'outil. Il sait ce que tu es en train de faire. Il sait c'est quoi ton type de meeting. Tu as un compte-rendu bluffant. Ouais. Et donc ça, c'est... alors, maintenant, je reviens sur ta question sécurité, souveraineté. Comme on a 1000 paquets au départ là-dessus, mais au départ, on n'avait pas de dividende là-dessus. Certes, on a gagné des très gros clients avant les autres, mais la PME, elle s'en foutait qu'on était ISO 27001. Oui. Et or, c'est les 3/4 de nos clients. Sauf que Trump est arrivé. Et aujourd'hui, c'est un facteur différenciant majeur et qui nous est reconnu parce qu'on l'a fait à un moment où on ne le demandait pas. Et donc maintenant, on a ces 3 ans de retour tu vas sur notre site, tu vois que c'est notre ADN. On ne l'a pas rajouté comme un sparadrap juste pour gagner des clients. Voilà. By default. Et aujourd'hui, quels sont les chiffres que tu peux donner? À commencer effectivement par le montant levé, parce qu'une autre spécificité, c'est qu'il n'y en a pas. Les chiffres de Lexi que tu acceptes de communiquer, ce sont lesquels? Ouais. Donc, effectivement, alors, nous, nos spécificités, donc voilà, on a démarré avec... mes 2 fils, mon épouse. Et là, on a fait un truc que tout le monde recommande de ne pas faire, 25, 25, 25, 25. Donc, et on s'est dit, on ne se paye pas jusqu'à ce que ça marche. Alors, ça a été une décision progressive, mais jusqu'à ce qu'on puisse se payer. Donc ça nous a permis de continuer complètement bootstrap. Et au bout de 2 ans, la boîte a commencé à gagner de l'argent, puis on s'est payé progressivement. Aujourd'hui, la boîte fonctionne super bien. On est cash flow positif. On a fait 25% d'EBITDA, 20% d'EBIT. L'année dernière, cette année, on va même probablement faire encore mieux. Donc, on est le super bon acteur au niveau financier dans un marché où la plupart de nos concurrents vont perdre 1 million, 2 millions par an, 500 000 ou voire 10 millions par an. Donc des boîtes qui, fanfaronnent, on est super solide, mais en réalité, oui, c'est les pieds d'argile absolus. Le bas de bilan est un peu dégueulasse encore. C'est ça. Ouais. Ils ne sont pas du tout super solides par rapport à une boîte comme nous. Mais alors, souvent, on nous dit, mais OK, comment vous faites pour grandir assez vite, vu que vous avez moins de cash que les autres? En fait, nous, on réinvestit tous les bénéfices qu'on fait chaque mois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une dizaine d'IT. Et grâce à Baptiste, et puis à son équipe qui est exceptionnelle. On a une dette technique très inférieure, manifestement. Je ne sais pas si dette technique, ça dit quelque chose. Oh bah oui, je travaille dans le web depuis suffisamment longtemps. C'est mon quotidien. Mais je vais l'expliquer, en tout cas, peut-être en 2 mots. La legacy, c'est... D'ailleurs, t'as raison, je pense qu'on n'en parle pas assez de manière un peu clinique, parce qu'en fait, chaque ligne de code induit sa propre dette technique. Je travaille dans une boîte qui a 20 ans. Donc, autant dire que je connais parfaitement le sujet. Et en fait, c'est hyper intéressant. Je vais essayer de le vulgariser en quelques mots. Mais nous, aujourd'hui, plus ou moins, on est à 50% de dette technique. C'est-à-dire que quand on a 2 heures travaillées par un IT, il y a 1 heure de nouveau code.
Et on va plus vite que des équipes américaines, donc qui ont levé 30-40 millions, qui sont 30 personnes. Mais vraiment plus vite. On le voit, puisqu'on suit évidemment ce qui sort, ce qu'on sort. Donc ça veut dire qu'à 30 personnes, ils vont moins vite que 10 personnes. Donc leur dette technique, ils doivent être autour des 80%, 90%. Donc ça veut dire que pour 1 heure, enfin 9 heures de boulot, il y a 1 heure de nouveau code. Je pense qu'on n'en parle pas assez, effectivement. En fait, c'est marrant parce que je fais juste une insiste. Ça me rappelle ce que j'ai découvert dans l'e-commerce, qui était que c'est la logistique qui fait que tu es rentable ou pas. Dans le software, on élude totalement le fait que 80% de ton boulot, et je pense que moi, chez Ligo, on est plutôt autour de 120, est en fait à réparer du code qui a été pas fait pour être construit dans le sens que tu veux lui donner maintenant. C'est ça. Et on ne parle pas assez de la dette technique. Et effectivement, il y a quand même beaucoup de montants levés qui sont là pour financer, un peu ton d'Anaïde, une dette technique qui croît au fur et à mesure encore plus vite que quand tu lèves cet argent. En tout cas, moi, je viens de l'assurance. Les assurances sont des 95-98% de dette technique. Ouais. C'est 1 à 2% de temps qui est passé pour des nouvelles lignes de code. C'est flippant, mais c'est accepté. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu es à 50% par rapport à quelqu'un qui est... Enfin, si on raisonne à 98% de dette technique, tu vas à 25 fois plus vite. Ouais. Oui, 25 fois plus vite. Là, tout à coup, tu commences à te dire, oula. Et tu comprends pourquoi des fintechs sont capables d'aller si vite par rapport à des mastodontes d'assurance. Et alors, est-ce que justement, la méthodologie pour justement appréhender cette dette technique, est-ce que c'est de l'IA, est-ce que c'est l'intelligence de ton fils, est-ce que c'est une volonté, est-ce que vous avez conscience en vous disant en fait, on veut éviter au maximum le risque d'une dette technique qui devienne trop grosse? En fait, c'est intéressant, mais c'est clairement le travail de toute la boîte. Pourquoi? D'un côté, tu as les IT qui codent, mais si tu leur demandes de coder de la shit, garbage in, garbage voilà. out. Donc, mauvaise qualité en entrée, mauvaise qualité en sortie. Donc, concrètement, si les fonctionnalités que tu leur demandes, il y en a 1 sur 2 qui n'est finalement pas utilisée par tes clients ou mal spécifiée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la coder, ils vont perdre du temps et ils vont la décoder. Donc, ils vont la décommissionner, c'est-à-dire qu'ils vont jeter le code. Ils ont passé des heures et des jours à faire. Et tout ça, évidemment, c'est du temps perdu. Si en plus, ils ne décommissionnent pas, c'est encore pire parce que ça rajoute des bugs. Ça crée de la liability qui peut sauter à la tronche. Donc déjà, il y a, en fait, on sent, enfin moi j'ai vraiment senti ce qui est fantastique justement avec notre boîte et notre équipe, notre famille, c'est ce côté, tout le monde est concerné par les nouvelles fonctionnalités. Il y a vraiment un énorme entonnoir d'informations qui remontent. On a plusieurs canaux. Et nous, on passe, donc notre codir, c'est les 2 tiers du codir sur le produit et l'IT. Donc la stratégie, produit et IT. On est vraiment, et alors c'est aussi l'impulsion de notre CTO, de Baptiste. On veut faire des trucs qui servent à nos clients, qui sont utiles, on ne veut pas les décommissionner. Et donc, autant dans ma boîte précédente, on avait un taux de décommissioning complètement fou, mais qui me paraissait normal parce que j'entendais que le marché, c'était normal de décommissionner la moitié, que les 3/4 de tes fonctionnalités ne soient pas utilisées par les clients. Tout ça, je le lisais, je me disais, c'est normal. C'est normal. En fait, dans Lexi, ça ne se passe pas du tout comme ça. Parce que tu anticipes beaucoup plus. Parce que Manu, toute la boîte est focus là-dessus, parce qu'on fait 1 heure de stratégie là-dessus par semaine, sur le codir, donc les 3 personnes, les 3 fondateurs et qui représentent toutes les fonctions de la boîte. Et donc, en fait, c'est pour arriver à avoir une dette aussi faible, il n'y a pas de secret. C'est toute la boîte qui est en ordre de bataille. Quoi. Ouais, mais tu pointes vraiment une chose que je n'ai jamais entendue aussi clairement et qui est en fait totalement passée sous silence parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de magique dans le code qui va se réparer tout seul. Et voilà, ce que je dis, c'est mon quotidien. Mais est-ce que l'IA, les outils d'IA aident comment se constitue l'IA dans justement la gestion de cette dette technique? Ça n'empêche pas qu'il faut se focaliser dessus, mais est-ce que vous êtes aidé par tous les outils qui existent pour justement poursuivre cet objectif de pas plus de 50% de dette technique dans le développement? Alors, j'allais dire, en fait, oui et non. C'est-à-dire que oui, on utilise l'IA parce que justement, comme on est une boîte d'IA, on est hyper fort en prompt, puisqu'on prompte pour nos collègues, enfin pour nos clients, etc. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que les IT codent énormément maintenant avec l'IA.
Ils nous disent tous, ça nous fait gagner un temps incroyable. Mais on va l'utiliser à chaque étape. Donc, quand, par exemple, on se dit, OK, c'est quoi les directions dans lesquelles on veut aller ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, on va commencer par réfléchir, analyser tout ce que le client nous a donné. Et puis, au passage, on va dire, tiens, au fait, comment font c'est quoi la stratégie de nos concurrents ? Et donc là, tu mets les 10 concurrents américains, le top 10, et tu as l'IA qui analyse ce qu'ils font. Et voilà, tu benchmarks entre ce qu'ils font, ce que tes clients te disent de faire, ce que toi, tu penses qu'il faut faire. Et ça, tu ne le fais pas une fois. C'est en permanence. On le fait en permanence parce que chaque semaine, on passe 1 heure de stratégie là-dessus. Et c'est assez marrant parce que c'est une décision qu'on a prise. Donc là, nous, on a un système de management qui est complètement éclaté par rapport à tout ce que j'ai appris. Puisque j'étais dans 2 boîtes hyper structurées avec des fonds, etc. Le board, tous les 3 mois, 4 heures de board, etc. Ici, c'est pas de board, un codir, 1 heure et demie toutes les semaines, 1 heure de stratégie, donc produit, ce que j'expliquais. Et donc, voilà, l'opposé de ce que j'avais appris, qui est tu dois absolument avoir du sang extérieur dans ton board. Et en fait, on le fait, mais on le fait, je pense, mieux. Comment ? Dès le départ, on s'est dit, chaque manager chez nous va être coaché par quelqu'un d'extérieur. Et donc aujourd'hui, je n'ai pas fait le compte, mais on doit avoir 6 ou 7 coachs extérieurs. Maintenant, on doit avoir une douzaine de managers. Donc, et chacun a son coach. Et donc, on a énormément de sang extérieur, d'idées. D'input, mais pas formalisé sous forme d'un VC ou d'un board advisor. C'est pas au niveau du board, mais ça remonte. Alors ensuite, nous les trois membres du CODIR, on a nous-mêmes nos coachs. Mathieu en a même bientôt 2. Donc en fait, beaucoup de sang extérieur, beaucoup de réflexions qui nous alimentent. Et tout ça après, stratégie hyper alignée. Voilà. Donc c'est un peu la secret sauce. Difficile à dupliquer, donc je peux facilement en partager. Ah bah oui, mais il y a un point qui est quand même très notable, c'est que tu dis que le benchmark, tu le fais avec des IA pour voir ce que font tes concurrents. C'est typiquement le genre de choses où tu te dis, mais toutes les entreprises doivent le faire tout de suite. Donc quand on parlait des 5% qui ne sont pas équipés, c'est-à-dire que tu as tellement la capacité à sourcer de l'info et à la transformer en mélangeant. Enfin, l'IA est là pour mélanger seulement ce que dit ton équipe, ce que disent tes clients et ce que dit le marché. Mais aujourd'hui, ça doit être fait en permanence, quoi. Et je le vois parce qu'on le met en place. C'est pas naturel, mais tu prends une telle avance où tu te dis, moi je suis presque triste pour les 95% en disant, mais j'ai passé à côté d'une machine d'exécution qui est jamais vue jusqu'à présent, quoi. On est d'accord. En fait, aujourd'hui, voilà, il y a des opportunités. J'étais à un dîner la semaine dernière avec la CEO d'une des top banques des Pays-Bas. Et qui disait, je partageais mon optimisme en disant, aujourd'hui, on a une crise économique qui était annoncée pour 2023-2024, qui n'a pas eu lieu, on en parle de moins en moins. Et la raison pour moi, c'est les gains de productivité. Elle me dit, on ne sait pas les mesurer. Je dis, ça ne savez peut-être pas les mesurer, mais moi, je les vois au quotidien. Ouais. C'est incroyable. Les managers, le gain de productivité est juste phénoménal. Les sales qui utilisent un Lexi, les gains de productivité sont phénoménaux. Donc aujourd'hui, voilà, l'IA est littéralement en train de booster en un temps extrêmement court des gains de productivité phénoménaux qui font qu'il n'y a pas de crise économique. Ça, c'est mon côté optimiste. C'est ce que je vois. Ça n'a pas l'air facile à mesurer au niveau macroéconomique, puisque là, j'étais avec quelqu'un qui est spécialisé dans justement tous les outils macroéconomiques. Mais pour moi, ils sont là et ils sont phénoménaux. Ça existe. Et alors, ça me fait... avant justement de rentrer un peu dans cette perspective de l'IA, c'est quoi ton objectif avec Lexi ? C'est quoi la big picture que vous partagez en famille ? Alors, nous, donc c'est intéressant. En fait, on sait... l'histoire de pourquoi ça marche bien avec la famille, etc. Il y a quand même des passages obligés qu'on a suivis. Bon, on a été dans une première boîte où ça s'est bien passé, qui était géré plus classique parce qu'on avait des postes plus variés. On n'était pas à la direction de la boîte. Donc ça, déjà, ça permet de tester les tempéraments. Après, avant de lancer la boîte, on a fait 2 énormes réunions de 3-4 heures où on s'est assis, on a dit, OK, c'est quoi la vision ? Une page, la mission, le why, c'est quoi qu'on veut faire avec les actionnaires ?
Donc, nous 4. Et là, grosso modo, les grandes lignes, c'est on veut une boîte où il fait bon venir, où les gens, le lundi matin, se disent je suis vraiment content de venir. On veut une boîte à impact, donc effectivement avoir de l'impact chez nos clients, mais aussi avoir de l'impact sur la société. Donc, par exemple, on a rajouté dans les statuts le fait de pouvoir donner le 1% temps. Donc, tu as 2 jours dans l'année où tu es payé, mais tu peux avoir de l'impact, faire des maraudes, faire ce que tu veux de l'ESG, mais du vrai. Tout ça en équipe, donc avoir de l'impact sur la société. Et puis ensuite, voilà, on sait, même si on voulait une boîte tranquille, en fait, tranquille, mais qui cartonne. Ouais, bien sûr. Donc c'est un peu ce côté, on veut que ce soit tranquille, on veut que mais on veut que ça cartonne. Alors, c'est vrai que ça c'est allé par rapport à nos premiers business plans, on est franchement devant. Donc, on a été nous-mêmes un peu surpris par le succès, par l'ampleur. Et petit à petit, on s'est aperçu qu'on était capable de suivre un frame connu aux États-Unis qui est le T3D2, donc triple, triple, double, 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 et ça te permet d'atteindre entre 70 et 100 millions de chiffre d'affaires en 5 ans, une fois que tu as dépassé 1 million à 1,3 million. Donc, on est dans cette dynamique qu'on communique en interne. Voilà, on est capable en 5 ans, depuis, donc là, ça fait 14 mois qu'on a démarré ce petit run de 5 ans, d'atteindre donc, voilà, entre 70 et 100 millions, qui nous positionnerait dans un mode licorne. Alors, au début, ça part d'un délire, et puis en fait, tu t'aperçois que tu es on track, et donc ça part d'une vision. Et puis là, ça devient progressivement sérieux. Mission, voilà, mais donc c'est du sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Quoi. Voilà. Et alors, ça, effectivement, c'est poussé par la vague de l'IA, et un peu, pour terminer, j'ai envie de dire ta perspective plus généralement, c'est-à-dire que tu travailles dans une boîte d'IA, tu fais partie du marché de l'IA. J'expliquais ça à ma mère, ma femme, et la différence entre justement le pur marché de l'IA d'équipement, de primo-équipement, donc on connaît l'LLM, et tous les services au-dessus, qui soient mid-layer ou top-layer, dont Lexi fait partie, puis l'impact de l'IA sur des métiers plus traditionnels. Il faut vraiment distinguer le marché de l'équipement IA de l'effet sur l'ensemble des marchés. Il est considérable. Et en plus, tu as monté ça avec des enfants qui ont quitté l'école pour te rejoindre. Donc, ta perspective de l'impact que va avoir l'IA, je sais que c'est une question à laquelle tu ne pourras pas répondre complètement, mais c'est comment est notre société dans 5 ans quand tu témoignes du fait que quand tu as des enfants qui sont malins, ils n'ont plus besoin de faire d'études supérieures, et que tu voulais faire une boîte qui allait vite, et ça va encore plus vite grâce à l'IA. C'est quoi je pense que tu es optimiste, donc il faut le rester, et nous, notre AI Summit, il va être là pour aussi impulser de l'optimisme. Mais ta perspective à 5 ans, ou peut-être que tu vas me dire, je suis incapable de te le dire. Si, en fait, j'aime beaucoup ce que tu as dit, parce que beaucoup de personnes, justement, n'ont pas compris la différence entre l'équipement, la création de valeur, etc. Alors, moi, je l'explique en 3 cercles. Et je fais une analogie, ça permet, avec l'analogie, de bien comprendre de quoi on parle. Dans l'avion, en fait, tu as un premier cercle, c'est les constructeurs d'avions. Donc, tu as 2 énormes, un Boeing, Airbus, et puis d'autres moins connus comme Bombardier, etc. C'est un marché de 100 milliards. Autour de ça, tu as entre 100 et 500 compagnies d'aviation. C'est un marché de 1000 milliards. Et donc, quand toi, tu as besoin de voyager d'un point A à un point B, tu n'achètes pas un avion. Tu achètes un billet d'avion. Et il faut être mégalo aussi. Donc. Voilà. et tu ne dis pas à la compagnie d'aviation, tu ne connais rien à l'avion puisque tu ne le fabriques pas. Oui. Tu lui dis, bon, ok, c'est toi qui es l'expert parce que tu sais l'opérer, l'entretenir, etc. Et grâce à ces compagnies d'aviation, tu arrives où ? Dans un nouveau pays, dans une île, etc. Et ça fait quoi ? Ça fait du tourisme. 10 000 le milliards. Troisième marché. Le troisième marché, 10 fois plus gros. Donc, x10, x10. L'IA, pour moi, on est dans la même logique. C'est-à-dire que tu as au centre l'IA générative. Donc, c'est ChatGPT, Anthropic, avec Claude, Mistral. Aujourd'hui, c'est largement 10 milliards, mais ça deviendra 100 milliards à terme. Donc, ça va passer de 10 à 100 milliards. Et après, autour, tu as déjà 50 000 boîtes qui sont autour, donc des équipementiers, un peu comme les compagnies d'aviation. 1000 largement en France, probablement 500 en Espagne. Beaucoup, puis c'est pas en construction. Et en fait, donc nous, on est dans le deuxième cercle. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On permet au grand public,
en 0 clic ou 1 clic, d'utiliser dans leur quotidien l'IA. Alors, nous, on est un peu perturbé parce que comme on sait utiliser ChatGPT, on a l'impression que tout le monde sait l'utiliser. Mais ce n'est pas vrai du tout. Le commun des mortels, il a besoin d'un outil packagé, hyper simple, qui va utiliser l'IA. Et donc, ça, c'est le marché d'équipement. Et c'est un marché, déjà aujourd'hui, 10 fois plus gros. Et il ne va pas disparaître. Il ne va pas être bouffé par l'IA générative. Et en fait, cette deuxième couche, ça permet quoi? De créer des nouveaux emplois, des nouveaux métiers. Donc, c'est là où je suis assez optimiste, qui vont apparaître, qu'on ne connaît même pas aujourd'hui. Certains, on a compris, le fractional AI officer, il arrive, le spécialiste en IA, il arrive, le formateur en IA, il arrive, etc., etc. Ça, c'est des nouveaux métiers qu'on a très bien compris, qui sont en train d'arriver. Les spécialistes du géo, ils sont là, ils arrivent. Mais demain, en fait, il y aura un marché qui sera gigantesque, qui fera 100 fois plus gros que l'IA générative. J'en suis assez convaincu, c'est ça mon côté optimiste. Et c'est ce qui explique aussi qu'on n'a toujours pas, à mon sens, de crise économique majeure, alors que selon les cycles, elle aurait dû arriver il y a déjà 2-3 ans. Ouais. Et donc, il faut être optimiste sur le fait que, à condition quand même de se réinventer ou de réallouer ses compétences, il va y avoir une transformation en une espèce de cycle schumpeterien. Juste, majeur. Je pense qu'on n'aura jamais vu à quel point... 80% des métiers vont disparaître. Ouais. Avant, on parlait de la moitié. Maintenant, je pense qu'on peut facilement parler de 80% des métiers qui sont en train d'évoluer ou de disparaître, remplacés par des métiers que certains on a compris et d'autres qu'on ne connaît même pas, mais qui vont émerger dans les 10 et 20 prochaines années. Mais ça, qui c'est vont un peu émerger. ma conviction. Ouais. Et pour finir, si tu avais un conseil justement donné, mettons que j'aime toujours beaucoup l'idée que tes enfants aient drop-out, mais si tu avais un jeune qui était dans ce cas, qui n'a pas forcément la chance d'avoir un père et une mère qui montent une boîte et qui l'embarquent dans un projet industriel d'envergure, mais qui hésite à drop-out, aujourd'hui, si c'était justement pas ton enfant, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais? Si tu sors de ta situation qui est quand même relativement exceptionnelle. Ouais. Mettons Hugo, par hasard. En fait, si il a un job qui l'intéresse et qu'il sent qu'il est dans une dead end au niveau de sa formation, alors il faut foncer dans le job. S'il a déjà fait, je sais pas moi, il a validé ses 3 ans d'études et puis qu'il hésite à faire un master alors qu'il a trouvé un job qui l'intéresse, dans l'IA, le master, ça ne va rien lui apporter. Ça va même plutôt potentiellement réduire son potentiel dans la vie, tu vois. Mais maintenant, si tu drop out des études, tu n'as rien fait et c'est juste pour fumer des joints, très mauvaise idée. Voilà. Tout de suite. Je pense que le message est passé. Merci infiniment, Xavier. C'était passionnant. Et puis, on te retrouvera certainement sur la scène de l'IA Summit en septembre. Donc, rendez-vous en septembre. Rendez-vous en septembre.